La souveraineté numérique porte en partie des questions de sécurité numérique. Une trop forte dépendance vis-à-vis d'un certain nombre d'acteurs pourrait mettre là aussi en péril notre fonctionnement quotidien et donc notre résilience. L'effet recherché, c'est évidemment de déstabiliser les organisations et c'est souvent en fait de semer le doute sur la robustesse de la technologie, mais aussi sur la capacité des armées qui font appel à ces acteurs de la BITD de protéger notre pays. Bienvenue dans le monde de la cyber. Je m'appelle Leslie Fornero et je travaille dans la cybersécurité. Avec ce podcast, je vous emmène à la découverte de ce monde à la fois merveilleux et terrifiant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode en partenariat avec Orange Cyberdéfense. Aujourd'hui, je vous emmène à Rennes sur la European Cyber Week, le salon qui réunit experts civils et militaires, start-up, industriels, chercheurs et institutions autour des grands enjeux technologiques, géopolitiques et économiques du numérique. Je suis sur le stand de mon partenaire Orange Cyberdéfense et je suis accompagnée de Julie Carrier, directrice défense et secteur public. Bonjour Julie. Bonjour Leslie. Alors tu es à l'initiative de notre projet de podcast en partenariat. Pourquoi est-ce important pour toi de mettre en lumière les enjeux de cybersécurité dans le secteur de la défense à travers cette mini-série de podcasts que l'on vient de réaliser ensemble ? Alors oui, effectivement, pour moi, il était essentiel de mettre en lumière et de mettre en avant ces sujets qui sont des enjeux de stratégie nationale. On a la chance de travailler aujourd'hui au quotidien avec à la fois les armées, mais aussi les grandes institutions, les grandes administrations et les grands industriels de défense avec plusieurs centaines de personnes habilitées, secrets, très secrets, qui sont nos experts et qui nous permettent de mieux comprendre ces enjeux et d'accompagner ces institutions et ces administrations au quotidien. Donc cette mini-série, ça a été une occasion formidable pour nous de mettre en lumière à la fois les expertises de nos interlocuteurs, que ce soit le ministère des Armées, que ce soit la gendarmerie, que ce soit les industriels de défense, mais bien évidemment aussi nos experts, nos compétences en interne et de montrer tout le travail remarquable de nos équipes dans l'écosystème de défense. Est-ce qu'on peut en profiter pour présenter justement la verticale défense d'Orange Cyberdéfense ? Alors la verticale défense d'Orange Cyberdéfense, elle a été créée il y a un peu plus d'1 an et elle regroupe toutes les activités que nous mettons au service du ministère des Armées, des forces de manière générale, du ministère de l'Intérieur et des opérateurs souverains, mais aussi des grands industriels de la défense. Nos missions couvrent toute la chaîne de la défense, donc la détection, l'anticipation, le renseignement sur la menace, mais aussi la sécurisation d'infrastructures sensibles, la réponse à incidents et la gestion de crise, et bien sûr les services managés 24/7 qui sont portés par nos équipes habilitées. Nous avons aussi un réseau de réservistes au sein d'Orange Cyberdéfense et cela nous permet de renforcer le lien opérationnel avec le monde militaire. Alors nous sommes ici sur un salon où la souveraineté numérique et l'intelligence artificielle sont au cœur des discussions. Qu'est-ce que cette thématique représente pour Orange Cyberdéfense ? La souveraineté, c'est quelque part notre ADN depuis toujours. On est habitué à protéger les données, protéger les infrastructures, protéger les capacités critiques de nos clients. Nous avons des équipes habilitées, nous avons des SOC partout en France et nous avons la capacité de faire des analyses sur tous nos types de clients et de manière locale pour pouvoir accompagner également nos clients souverains. L'intelligence artificielle, c'est un fabuleux outil pour pouvoir automatiser, accélérer et donc être véritablement pertinent pour pouvoir qualifier la menace. L'importance dans la souveraineté, c'est d'avoir à la fois ces outils technologiques très performants et de pouvoir y associer la compétence fiable de nos experts humains. Est-ce qu'on peut rappeler aussi pourquoi c'est important pour toi l'enjeu de souveraineté, particulièrement dans le secteur de la défense ? Alors l'enjeu de souveraineté, il est important parce qu'il va permettre de rendre autonomes finalement nos forces et de pouvoir s'appuyer sur des acteurs locaux, des acteurs français et européens et de pouvoir être totalement indépendants dans le cadre de conflits de haute intensité par exemple. Et on va aujourd'hui entendre dans cet épisode plusieurs personnalités majeures du monde de la cyber et de la défense. Peux-tu nous dire qui elles sont et pourquoi c'était important pour toi aujourd'hui de leur donner la parole et de les mettre en lumière via notre épisode de podcast? Alors, le premier invité, c'est le général Roland, qui est le directeur du nouveau commissariat au numérique de défense.
Donc cette entité est extrêmement importante dans le cadre de la transformation du ministère et dans le cadre de sa capacité à être justement acteur dans la souveraineté de nos armées. Donc, la deuxième invitée, c'est Émilie Bonnefoy, qui est directrice d'une start-up souveraine qui s'appelle Open Sesame et qui est un éditeur spécialisé dans l'usage des algorithmes de confiance. Et enfin, Vivien Murat, notre directeur technologique, qui viendra expliquer comment Orange Cyberdéfense soutient et participe à l'innovation en France. Eh ben, merci beaucoup, Julie, d'avoir introduit l'épisode du jour. Merci, Leslie. Encore merci aussi pour ta confiance sur cette série d'épisodes qui n'auraient pas vu le jour sans toi. Les enjeux de souveraineté et d'intelligence artificielle dans le domaine de la cyberdéfense, c'est notre sujet du jour. Pour cet épisode exceptionnel, j'ai l'immense plaisir de recevoir le général Roland, directeur du commissariat au numérique de défense. Bonjour général. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté cette interview. Je suis très honorée de vous recevoir sur le podcast. Et pour commencer, j'aimerais que vous présentiez le commissariat au numérique de défense et que vous reveniez sur la genèse de cette entité, ses missions principales, son rôle dans la modernisation des armées françaises, s'il vous plaît. Donc le commissariat au numérique de défense, nouvelle entité créée le 1er septembre dernier, donc moins de 3 mois d'existence. C'est le regroupement de 3 entités qui préexistaient au préalable dans le ministère des Armées. C'est le regroupement de la Direction générale du numérique qui était l'instance en charge de la politique du numérique, regroupée avec une deuxième instance qui était l'agence du numérique de défense qui était subordonnée à la DGA, qui était en charge d'une partie de la conception du numérique. Avec troisième acteur, la direction interarmée des réseaux d'infrastructures et des systèmes d'information, la DIRISI, qui elle était rattachée à l'EMA et qui elle était responsable de la mise en œuvre du numérique. Voilà. Donc trois entités dans 3 compartiments de terrain, regroupées en une seule entité. Gage, on l'espère, d'une meilleure efficacité dans la conduite du numérique au profit du ministère. J'allais vous demander justement pourquoi cette restructuration en cours. En fait, vous l'avez bien compris, le paysage numérique du ministère, il était cloisonné. Il était segmenté, il s'est fait au gré des 20 dernières années par la recherche de gains en efficacité, par une dynamique d'interarmisation de notre organisation, mais aussi par une recherche d'une meilleure efficience, par la réduction des politiques publiques. Et donc il était, je ne veux pas dire à bout de souffle, mais il avait atteint un certain nombre de limites, qui plus est au regard des très fortes attentes du numérique au profit de nos armées et de notre ministère. Justement, est-ce que vous pourrez revenir sur les missions du CND ? 3 grandes missions. La première mission, bien évidemment, c'est de continuer à apporter un appui numérique aux forces armées pour la conduite des opérations, que ce soit les postures permanentes opérationnelles, la dissuasion nucléaire, mais bien évidemment les opérations de circonstance, voilà, jusqu'à l'hypothèse d'un engagement majeur. Deuxième mission, c'est de développer des solutions numériques pour préparer le système de force. Voilà, et bien évidemment gagner en agilité et en rapidité dans la construction de cette solution numérique. Et puis, troisième mission, c'est d'appuyer le fonctionnement courant de notre ministère et de l'appuyer dans sa transformation numérique. Voilà les 3 grandes missions attendues du CND. Vous avez commencé à l'évoquer. Est-ce que vous pouvez nous parler des enjeux liés à la numérisation de nos armées ? Pourquoi est-ce important ? Alors en fait, je traduis ça par trois chocs que je dois porter dans les premiers mois de la création du CND. Le premier choc qui est attendu dans la création du CND, c'est un choc de simplification dans la gouvernance et dans la comitologie. Pourquoi un choc de simplification dans la gouvernance et dans la comitologie ? Pour porter un deuxième choc, qui est un choc d'accélération dans la conduite de nos projets informatiques de manière générale. Voilà. Ce que l'on attend, c'est d'être à l'état de l'art de ce qui se fait de manière générale dans le domaine du numérique, et donc de pouvoir mettre à jour nos systèmes à l'échelle de la semaine, pour ne pas dire à l'échelle de la journée, voire de quelques heures, et de déployer des systèmes d'information dans des échelles de temps qui soient compatibles avec les exigences à la fois de la conduite des opérations et du fonctionnement courant d'un ministère comme le nôtre. Troisième choc, c'est celui de l'attractivité, pour derrière recruter, fidéliser des pépites, des talents dans un univers où ils sont extrêmement convoités et fortement sollicités. Alors dans cette transformation numérique, quels sont selon vous les principaux défis de cybersécurité à relever aujourd'hui au sein du ministère des Armées ? Alors j'aime à élargir la focale et à parler non pas tant de cybersécurité que de sécurité numérique. Voilà. Et le commissariat numérique de défense est véritablement positionné comme étant un acteur prenant en compte cette question de la sécurité numérique au sens le plus large possible.
puisque ce n'est pas uniquement les questions de cybersécurité qui sont en jeu, ce sont aussi les questions de sécurité de nos infrastructures. Vous l'avez vu, de nombreux survols de drones qui sont recensés à l'échelle européenne laissent planer des risques sur nos infrastructures, câbles sous-marins, nos infrastructures physiques, data centers, systèmes antennaires. Et donc la possibilité pour un adversaire de porter une forme de déni d'accès numérique fait peser la question de la sécurité numérique, qui est notre sujet numéro 1. Autre appréhension, c'est la question de la souveraineté numérique, qui finalement porte en partie des questions de sécurité numérique. Une trop forte dépendance vis-à-vis d'un certain nombre d'acteurs pourrait mettre là aussi en péril notre fonctionnement quotidien et donc notre résilience. Alors justement, c'est un des thèmes majeurs, la question de la souveraineté numérique ici sur le salon, la European Cyber Week à Rennes. Selon vous, où en est la France aujourd'hui? Dispose-t-on des bons leviers pour renforcer notre autonomie technologique? Alors difficile de répondre pour la France. En tout cas, pour le ministère des Armées, nous y travaillons. Nous y travaillons avec l'ensemble des acteurs étatiques, dont la DINUM à l'échelle interministérielle, un acteur avec lequel nous sommes en appui, en accompagnement sur l'ensemble de ces démarches. Parce que je pense que c'est une démarche qui est au-delà du ministère des Armées, une démarche interministérielle et une démarche qui doit être conduite également à l'échelle de l'Union européenne. Donc on s'inscrit dans ces trois cercles et avec nos partenaires et avec les alliances dans lesquelles nous sommes insérés, ça fait également partie des sujets sur lesquels nous travaillons, notamment avec l'OTAN dans le cadre d'enceintes telles que Federated Mission Networking sur les questions d'interopérabilité. Quelle est la stratégie du CND pour renforcer notre souveraineté numérique aujourd'hui ? C'est de constituer finalement autour de ces sujets-là une équipe France. Alors sur les sujets de défense, à nous d'animer cette équipe France à l'échelle interministérielle, à nous de contribuer aux travaux qui sont conduits notamment par la DINUM. Et une autre thématique phare de ce salon, c'est l'intelligence artificielle qui s'impose désormais dans tous les domaines, y compris dans celui de la défense. En quoi est-ce que l'IA joue un rôle central aussi dans la numérisation de nos armées ? Alors bien évidemment, il y a un phénomène d'explosion de l'IA et de la data. Le rôle et la place du CND en accompagnement et en appui de l'AMIAD, c'est d'offrir notamment des infrastructures aptes à porter ces sujets-là. Je pense notamment au supercalculateur de l'AMIAD qui a été inauguré par le ministre des Armées de l'époque, Premier ministre actuel, Monsieur Lecornu. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce supercalculateur et en quoi il c'est une infrastructure, je pense, unique en son genre en Europe de par sa puissance de calcul, qui est hébergée dans une emprise du CND, mise à disposition de l'AMIAD et encore une fois qui porte les enjeux et les sujets dans le domaine classifié de défense. Donc unique en son genre pour cette raison-là principalement. Est-ce qu'on se prépare aussi à l'arrivée du quantique ? Alors ça c'est bien évidemment un sujet d'attention pour le ministère des Armées, qui est considéré plutôt comme un sujet, on va dire, suffisamment amont pour être à l'heure actuelle dans le périmètre de la DGA, plus que dans celui du commissariat numérique de défense. Alors quels sont les prochains défis qui vous semblent décisifs pour garantir la supériorité de nos armées au sein du CND ? Alors c'est réaliser les 3 chocs que j'ai évoqués, pour que ces 3 chocs puissent être conduits à très court terme. Vous l'avez compris, l'enjeu humain est très certainement le premier enjeu. Recruter, fidéliser, former, avoir les bonnes compétences en nombre suffisant pour maîtriser nos systèmes. Et puis le deuxième enjeu, c'est plus un enjeu d'organisation en interne du CND. Le CND, il a vocation à faire tomber les barrières et les verrous inhérentes à nos organisations. Et la fabrique du numérique que nous mettons en place au sein de ce CND a vocation à porter ces enjeux pour fonctionner de manière beaucoup plus fluide et faire en sorte que nous développions rapidement les objets dont notre ministère a besoin. Donc vous recrutez aujourd'hui, j'entends, où est-ce qu'on peut trouver les offres d'emploi et aussi quel type de profil est-ce que vous recherchez ? Alors je vous invite à consulter le site et les réseaux sociaux du bureau d'appui au recrutement du numérique, le BARN, voilà, qui d'ailleurs est présent ici au salon de l'ECW. Et nous mettrons le lien dans la description de cet épisode. Pour terminer, peut-être un mot sur les grandes ambitions du CND sur les années à venir ? Eh bien, je pense que de la thématique, encore une fois, de la cybersécurité qui a prévalu à la genèse de cette ECW,
On voit que le sujet de l'IA et de la data anime de plus en plus de sujets pour élargir le champ de ce salon. Et je pense que les questions de sécurité numérique, là aussi, dans les éditions à venir, seront au centre des discussions et des travaux. Eh bien, merci beaucoup, Général, d'avoir accepté cette interview. Merci beaucoup. Pour la suite de notre épisode enregistré sur la European Cyber Week à Rennes, j'ai le plaisir d'accueillir Vivien Murat, qui est CTO en charge des technologies et de l'innovation chez Orange Cyberdéfense. Bonjour Vivien. Bonjour Leslie. Alors merci de participer à cet épisode. Je rappelle que derrière la défense numérique, il y a aussi une recherche constante d'anticipation, de créativité et d'exploration de nouvelles technologies. Et c'est de cela dont on va parler avec toi, Vivien. Alors pour commencer, est-ce que tu peux présenter tes missions chez Orange Cyberdéfense ? Oui, bien sûr. Donc on se doit chez Orange Cyberdéfense d'être toujours à jour du besoin de sécurité des clients. Donc ça, c'est le point de départ. Donc on doit préparer les offres de demain. Et c'est tout le rôle que d'anticiper l'évolution des technologies, l'évolution des usages, l'évolution de la réglementation, de la menace, etc., pour pouvoir mieux innover. Et une fois qu'on a fait ça, on peut à ce moment-là effectivement bâtir des offres qui vont passer à l'échelle. Donc mon travail consiste à notamment faire ça avec beaucoup de personnes au sein d'Orange Cyberdéfense. Et donc le point de départ de tout ça, nécessairement dans la cyber, c'est le fait qu'on a des gens qui mènent des agressions dans le cyberespace et qui font donc identifier, caractériser pour pouvoir mieux anticiper les besoins de sécurité que ça va faire naître. Donc toujours avoir une longueur d'avance sur ce qui va arriver. Alors chez Orange Cyberdéfense, vous travaillez sur des axes d'innovation forts comme la cryptographie post-quantique ou l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ces sujets sont traités puis priorisés au sein des différentes équipes ? Donc ce qui est vrai, c'est que on se doit pour nos clients d'anticiper et de les aider à traiter les nouveaux sujets, en plus de ceux qui traitent au quotidien déjà depuis des années. Cette complexité fait partie des gros challenges des responsables de sécurité d'aujourd'hui et certainement de demain. Par exemple, la façon dont on traite l'intelligence artificielle, à la fois comme étant un levier pour aller plus loin dans l'automatisation de nos services, mais aussi la façon dont on peut aider nos clients à mieux sécuriser les usages et l'intégration de leur propre système d'IA. Dans le domaine du post-quantique, effectivement, l'idée c'est de se préparer à une menace quantique très probable, certes future, mais qui nécessite des actions dès maintenant. Donc là aussi, dans ce registre-là, on se doit d'identifier la façon dont on peut accompagner les clients avec les bons outils, les bonnes technologies et les bonnes expertises. Donc cette anticipation, elle est nécessaire. Ça se rajoute effectivement au reste, mais plus on le fait tôt, plus finalement c'est gérable, à la fois pour nous, nos partenaires et nos clients. Donc on a besoin de caractériser cette menace et c'est pour ça qu'on donne énormément de moyens en termes de données, de partenariats, d'expertise, de technologie pour être très fort dans ce domaine qui est le domaine de la CTI. Et alors si tu devais citer les enjeux technologiques les plus critiques du moment, quels sont-ils selon toi ? Alors, il y en a beaucoup en réalité. Je pense que on parle beaucoup en ce moment d'intelligence artificielle. Il y a effectivement des choses critiques derrière qui sont liées à la forte probabilité que des systèmes d'IA s'intègrent de plus en plus dans notre paysage du numérique. On a besoin d'anticiper ça parce que ça va introduire progressivement des nouveaux risques. Il y a déjà des choses qu'on constate actuellement, mais la probabilité est que demain, les attaquants passent par des systèmes d'IA pour accéder facilement à la donnée ou pour générer des dommages, en tout cas pour atteindre leur cible. Et un autre enjeu central qui est discuté ici lors de ce salon, c'est la souveraineté numérique. Pourquoi c'est un sujet clé aussi chez Orange Cyberdéfense ? Alors c'est un sujet clé, ça l'a toujours été. Le contexte géopolitique renforce forcément au sein du groupe Orange cette notion-là. Le but pour nous, c'est surtout d'offrir le choix. C'est-à-dire que derrière le mot souveraineté, on peut y mettre beaucoup de définitions. Et pour l'instant, il n'y a pas vraiment de standard sur ce sujet. Je pense que le vrai mot-clé, c'est la notion de confiance et la possibilité de choisir une technologie, une offre, un modèle d'IA, un type d'hébergement, un type de service, de façon à ce qu'on puisse effectivement offrir à nos clients une capacité de sélection par rapport aux risques contre lesquels il doit se protéger. Que ce soit dans un objectif de résilience, s'assurer d'avoir une continuité de service dans mon approvisionnement cyber, ou que ce soit la façon dont mes données en tant que client sont correctement protégées par rapport aux menaces contre lesquelles je dois me protéger. Vous avez également accompagné de nombreuses startups françaises et européennes à travers l'incubateur d'Orange. En quoi ce soutien s'inscrit-il dans une logique de souveraineté numérique selon toi ?
Alors, ce qui est en fait important pour nous, c'est d'être en capacité d'identifier des technologies prometteuses, même quand elles sont émergentes, quand elles sont naissantes. Donc, plus qu'une logique d'incubation, c'est d'identifier ces technologies. OpenSesame, par exemple, effectivement font partie de ces gens qu'on suit avec un grand intérêt. On en suit d'autres. On a annoncé un partenariat avec Kevlar très récemment, et on travaille avec beaucoup de startups dans le domaine de la cybersécurité ou dans d'autres domaines qui sont des domaines cousins comme l'automatisation, parce que on identifie derrière quelque chose d'intéressant qui vont nous permettre à l'avenir de développer des offres au regard des besoins de sécurité qu'on a identifiés. Comment justement est-ce que tu vois l'innovation dans la défense numérique dans les prochaines années ? Alors je pense que un des gros leviers ou un des gros critères d'innovation pour l'ensemble des parties prenantes de la cybersécurité, c'est la capacité à gérer la complexité. Gérer la complexité qui peut être à la fois réglementaire, qui peut être liée aux nouveaux risques, aux nouveaux usages, et d'arriver à avoir quelque chose à la fois de cohérent, de lisible, en termes de planification, de gestion de moyens, de façon à conduire dans les entreprises ou dans les administrations une sécurité qui soit à la fois correctement priorisée et qui tient compte aussi de contraintes. Il y a des contraintes de moyens partout et on peut pas être non plus sur tous les fronts. Donc je pense que l'innovation doit permettre de résoudre en grande partie ce gros challenge qui ne fait que s'accroître au fil du temps. Et quels sont les signaux faibles ou les tendances émergentes que vous observez déjà au sein de ton département ? Alors il y en a beaucoup. On s'aperçoit par exemple, pour décrire aussi la complexité de la menace dans laquelle on travaille, la désinformation, les attaques réputationnelles, tout ce champ-là s'ajoute aux menaces cyber traditionnelles, souvent en empruntant des méthodes similaires. Des modes opératoires qui vont être similaires, des techniques qui vont être similaires. Donc cette corrélation avec le monde de la cybersécurité, la façon dont on traite, dont on caractérise la menace, fait que on a une obligation probablement en tant que cyberdéfenseur aussi de s'intéresser à ces sujets d'attaque sur le champ des informations. Est-ce que tu veux parler de projets à venir chez Orange Cyberdéfense qui vont arriver dans les prochains mois ? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On va probablement continuer d'annoncer des partenariats. On va annoncer aussi des nouvelles offres pour aider les responsables de sécurité d'entreprise. Également pour les PME qui sont extrêmement confrontés à une augmentation très très forte des attaques du monde de la cybercriminalité. On va publier le Security Navigator très prochainement, qui est notre livrable annuel qui expose. Alors on a beaucoup de publications chez Orange Cyberdéfense. Celui-là est annuel et il expose, entre autres choses, l'évolution de la menace telle qu'on l'aperçoit. Et donc, vous découvrirez de nouvelles informations et on voit bien que le secteur des PME est encore extrêmement touché, sans surprise. Et donc, ça nécessite aussi, sur ce domaine-là, d'innover et d'être capable d'apporter des solutions clés en main, bien souvent, pour des gens qui n'ont pas forcément des moyens ni encore suffisamment de maturité pour traiter ces sujets-là. Eh bien, merci beaucoup, Vivien, de nous avoir livré tes précieux insights au micro du podcast. Merci, Leslie. Pour conclure cet épisode, nous avons souhaité donner la parole à une entrepreneuse qui incarne parfaitement cette dynamique d'innovation et de souveraineté dont nous venons de parler dans cet épisode. J'ai le plaisir de recevoir Émilie Bonnefoy, fondatrice de la start-up OpenSesame, un éditeur de logiciels de cybersécurité spécialisé dans l'usage d'algorithmes de confiance pour protéger les accès numériques. Bonjour Émilie. Bonjour Leslie. Merci beaucoup d'avoir accepté cet échange. Alors pour commencer, est-ce que tu peux présenter OpenSesame, nous en dire un peu plus sur les missions et les projets sur lesquels vous travaillez actuellement ? Oui, avec plaisir. Donc OpenSesame est un éditeur de logiciels de cybersécurité européen. Comme tu l'as très bien dit, qui développe des algorithmes de confiance pour sécuriser
à la fois les identités numériques et protéger l'espace informationnel pour ses clients. Cette mission, en fait, on peut la réaliser grâce à des briques technologiques uniques qu'on a développées et qui sont basées sur la reconnaissance et l'analyse de signaux faibles et de signaux forts pour identifier des utilisateurs légitimes ou illégitimes. Voilà, dans les grandes lignes, c'est des solutions qu'on déploie chez des acteurs banque, assurance, finance. Dans le domaine de la santé aussi, on a par exemple la chance de sécuriser les accès du réseau des hôpitaux du Luxembourg. Et puis dans le secteur de l'industrie ou encore la défense et la sécurité, avec le ministère des Armées qui fait partie de nos clients. Et on a fait le choix en fait assez tôt de s'associer aux meilleures équipes de recherche parce qu'on est profondément convaincu que l'excellence technologique est la clé pour répondre aux enjeux cyber de demain. Donc on a la chance de travailler avec 2 laboratoires, le laboratoire Privatix de l'INRIA sur la partie algorithmique et le CNRS. Donc on travaille avec un laboratoire qui s'appelle le CERCA et qui est spécialisé en sciences cognitives. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un cas où un utilisateur illégitime essaye de se connecter au back-office d'un de tes clients? Qu'est-ce qu'on appelle utilisateur illégitime? Donc un utilisateur illégitime, c'est un utilisateur qui n'a pas les droits en fait pour se connecter à un système d'information ou à une application. La particularité de notre technologie, c'est qu'elle va se baser sur des signaux faibles et des signaux forts pour identifier à un moment donné un comportement anormal. Il y a 3 types d'informations qu'on va analyser. Des signaux forts, ça peut être par exemple l'empreinte digitale. Donc on va s'appuyer sur les capteurs des appareils et on va combiner ça avec des patterns liés au comportement de l'utilisateur. Donc ça peut être la vélocité de frappe, la manière dont il tape sur son clavier, ou encore des données qui peuvent être remontées par un gyroscope ou un accéléromètre. Donc ce qu'on utilise au quotidien quand on veut compter son nombre de pas, par exemple, quand on se déplace avec son téléphone. Et puis les caractéristiques techniques d'un appareil qui peuvent être la carte graphique ou la typologie de navigateur qui est utilisée. C'est l'ensemble de ces signaux en fait qu'on va combiner et on va pouvoir affirmer avec un degré de certitude supérieur à 95% que l'utilisateur qui s'est connecté est bien celui qu'il prétend être ou au contraire qu'il s'agit d'un utilisateur illégitime. Et d'où le nom Open Sesame. Exactement. Et qu'est-ce qui se passe alors si c'est un utilisateur illégitime, ton client reçoit une alerte ou comment ça se passe? Ouais, alors il y a plusieurs actions. Il y a une action au niveau de l'utilisateur qui peut soit être bloqué dans cette phase de connexion ou au contraire, on peut lui demander un facteur complémentaire. Exemple, je vais lui demander de saisir, d'utiliser son doigt pour utiliser le capteur d'empreinte digitale de son ordinateur ou de son téléphone. Je peux aussi purement et simplement décider de le bloquer. Ça, c'est côté utilisateur. Et côté client, effectivement, nous avons une console d'administration dans laquelle remonte un certain nombre d'informations sur ces utilisateurs légitimes et ces utilisateurs illégitimes, avec des alertes et des propositions de remédiation. Ce qui est très intéressant, c'est que nous avons la spécificité d'avoir développé des algorithmes de confiance dits explicables. Donc nous fournissons des rapports détaillés pour nos clients qui leur permettent d'identifier pourquoi on a bloqué ou au contraire autorisé un utilisateur à se connecter. Et alors, il y a aussi une grosse partie sur la lutte contre la désinformation. Quel est le lien entre l'authentification et la lutte contre la désinformation? Alors, très bonne question. En fait, dans les différents projets que nous avons développés, on a vraiment basé notre différenciant sur cette expertise dans l'usage de techniques de mathématiques avancées et d'algorithmes pour identifier ces comportements anormaux. On s'est rendu compte que les mécanismes d'identification d'attaques informationnelles, en fait,
finalement répondaient un peu aux mêmes enjeux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on identifie qu'il y a des groupes d'attaquants, des groupes d'utilisateurs qui vont utiliser une information pour nuire à la réputation d'une personne ou d'une société ou d'une organisation étatique. Et donc, on a démarré un projet avec le ministère des Armées il y a à peu près 2 ans en mettant à profit cette compétence en algorithmie pour détecter, analyser et proposer des contre-mesures à ces attaques informationnelles. Et donc, nous, souvent, l'image qu'on utilise, c'est celle de l'attaque hybride. En fait, aujourd'hui, on constate que les attaques cyber ont évidemment pris un autre visage sous l'effet, en particulier, de l'usage des algorithmes. Et surtout, quand on parle d'attaque hybride, en fait, on parle d'attaques qui utilisent des moyens conventionnels et des moyens non conventionnels. Donc évidemment, les attaquants vont cibler des infrastructures, mais vont aussi cibler l'empreinte numérique en fait des organisations. Et donc, ce sont ces mêmes briques technologiques que nous utilisons pour détecter, ensuite analyser et ensuite proposer notamment des contre-narratifs pour répondre à ces attaques. Est-ce que tu as un exemple d'attaque informationnelle ? Donc là, aujourd'hui, le secteur de la défense est très, dans le contexte géopolitique actuel, est très concerné évidemment par ces attaques-là. Il y a des attaques qui peuvent toucher l'État, mais aussi des acteurs de la base industrielle de technologie de défense. Et j'ai 2 exemples qui viennent en tête. Celle des Rafales avec cet avion qui a été abattu à la frontière indo-pakistanaise. Et donc, des informations qui ont été diffusées par des compétiteurs et qui laissaient planer le doute sur la robustesse de ces avions produits par Dassault. Voilà. Donc en fait, quel est l'effet recherché pour les compétiteurs ou les adversaires C'est évidemment de déstabiliser les organisations et c'est souvent de semer le doute. Finalement, ce qui compte, c'est pas tant que les lecteurs ou le public, le grand public se fasse une opinion sur le sujet, c'est que ça sème le doute sur la robustesse de la technologie, mais aussi que ça sème le doute sur la capacité des armées qui font appel à ces acteurs de la BITD de protéger notre pays. Et donc on est capable aujourd'hui de détecter une fausse information et en plus d'y répondre. C'est un petit peu ça aussi l'objectif ? Alors, moi l'image que j'aime bien utiliser et qui je pense parlera bien aux militaires notamment, c'est celle de la Golden Hour, qui est cette heure très critique pendant laquelle on maximise les chances de survie d'un blessé sur le théâtre des opérations. Et donc, dans le champ informationnel, il y a aussi cette idée-là d'être capable le plus rapidement possible, une fois qu'on a identifié une attaque informationnelle, d'être capable de rétablir les faits. J'insiste bien sur le terme fait. Voilà, le plus rapidement possible. Et donc, nous, l'objectif qu'on se fixe aujourd'hui, c'est de respecter, en tout cas, cet objectif d'être dans le temps de cette Golden Hour. Et alors, vous avez été incubé par Orange. Qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement et en quoi cet accompagnement vous a permis de grandir ou d'accélérer votre développement ? Alors, ça a été une super opportunité. D'abord, les équipes d'Orange sont très, très engagées en faveur de l'innovation et en faveur de l'accompagnement en particulier des femmes entrepreneurs. Donc ça, moi j'ai eu, femme entrepreneuse. Oui, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que Orange Innovation nous a vraiment poussé, nous a ouvert des portes auprès de clients notamment. Et puis la collaboration avec Orange Cyberdéfense, qui là aussi est vraiment très aidante dans l'accès au marché. Donc ça nous a permis d'échanger avec des experts techniques de très haut niveau, et puis ça nous a donné aussi de la visibilité. Orange très clairement est un partenaire business indispensable dans notre écosystème, et donc on a pu nouer des relations
privilégiée avec les équipes. Pourquoi est-ce essentiel, d'après toi, de développer des solutions françaises et européennes, notamment dans le secteur de la défense ? Oui, alors pour répondre à cette question, moi j'aime beaucoup cette phrase du général de Gaulle. Si la France doit avoir une épée, il faut que ça soit la sienne, en substance. Et donc, je pense que la souveraineté, moi j'aime bien le terme d'autonomie stratégique, c'est être maître de son destin. Et donc nous, c'est un peu notre obsession quand on accompagne nos clients, c'est de leur apporter une certaine liberté dans la détection, la compréhension des attaques, évidemment, et puis la prise de décision. Est-ce que j'ai les bonnes informations pour prendre une décision et produire, par exemple, des contre-mesures ? Et il me semble qu'il y a un deuxième sujet qui est le sujet de l'économie. Donc là, on se parle depuis Rennes. Tout à fait. Territoire sur lequel il y a un écosystème d'entreprises qui font vivre des milliers de familles et qui donnent l'opportunité à des jeunes de trouver un projet professionnel qui les dépasse, c'est-à-dire qui dépasse leur propre ambition personnelle. C'est dire qu'on contribue à la création d'une filière d'excellence qui bénéficie à tout un territoire. Et puis on a aussi la chance, moi je suis effectivement une femme dirigeante et donc moi j'ai eu la chance d'être élevée par des femmes qui m'ont toujours laissé penser que je pouvais faire ce que je voulais. Et donc j'aime bien partager ça, évidemment avec mes enfants, mais aussi avec des jeunes femmes que je vais rencontrer dans les écoles d'ingénieurs et à qui j'essaie de donner à ma petite échelle envie de poursuivre cette voie d'excellence qui est très, très porteuse. Superbe, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Émilie, d'avoir accepté cette interview. Merci à toi. Chers auditeurs, c'est la fin de cet épisode et je tiens à remercier chaleureusement les équipes d'Orange Cyberdéfense et tout particulièrement Julie Carrier de m'avoir permis de rencontrer ces personnalités qui incarnent le monde de la cyber dans le secteur de la défense. Je tenais aussi à remercier et à donner la parole à Anouk Schmidt qui est avec moi pour cette conclusion. Bonjour Anouk. Bonjour Leslie. Alors tu es coordinatrice de la communication France chez Orange Cyberdéfense et j'en profite de t'avoir avec moi aujourd'hui pour te poser la question que tout le monde se pose concrètement. Qu'est-ce que ça vous apporte chez Orange Cyberdéfense de mener ce projet podcast avec moi aujourd'hui ? Cette mini-série de podcasts était intéressante dans le format, avant tout pour aborder des sujets en profondeur, plus qu'un simple billet de blog ou une vidéo courte, très courte qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Le deuxième point, ce qui me semble intéressant, c'est mettre en lumière nos experts qui sont habituellement dans l'ombre. Et évidemment, en particulier, ceux qui travaillent avec nos clients dans le secteur de la défense et la sécurité. Et est-ce que tu veux nous parler d'autres initiatives de communication en cours chez Orange Cyberdéfense ? Oui, tout à fait. Nous avons notre Security Navigator qui va sortir début décembre. Alors, c'est quoi ? C'est tout simplement notre d'état de l'art, de rapport de la menace 2026 qui sortira sur la base de nos connaissances que nos experts ont développées sur le sujet. Donc ça sortira début 2026 et puis nous lançons aussi des éditions cyberdéfense dont le premier numéro est sur le quantique et tout est disponible sur notre site web orangecyberdéfense.fr. Et on vous met les liens évidemment dans la description de cet épisode. Merci beaucoup Anouk d'avoir participé à cette petite conclusion. Merci Leslie. Et chers auditeurs, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi et à très vite dans le monde de la cyber. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, le monde de la cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.